dans Source diplomatique, le podcast au cœur de la diplomatie française. Pour comprendre la fabrique de la diplomatie, nous recevons des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et des invités extérieurs qui décryptent pour vous l'impact passé ou actuel des grands sujets de société sur la diplomatie. Et en cette année olympique, nous nous plongeons évidemment dans la diplomatie sportive. Dans cet épisode, nous allons nous pencher non pas sur l'événement, mais sur le long terme. Car une fois la frénésie des Jeux olympiques et paralympiques terminée, quel sera son héritage ? Au-delà des touristes qui s'apprêtent à découvrir notre pays, comment toucher un public plus vaste et appuyer les efforts envers les plus vulnérables ? Au fond, comment employer le sport pour contribuer au développement de sociétés plus durables et inclusives, mais aussi à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes. Il nous faudra sûrement un peu plus de temps qu'un chrono olympique de 100 mètres pour répondre à ces questions, mais nous avons autour de la table des athlètes du développement, des recordmen et women des relations avec la société civile, puisque sont à mes côtés Sophie Laurent, directrice des relations internationales chez Paris 2024, Abby Gay, joueuse de basketball professionnelle et fondatrice de l'association Terrangabi, Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Florent Pietrus, légende du basket français, multiple champion de France, quart de finaliste au JO de Rio en 2016 et médaille d'or, d'argent et de bronze au championnat d'Europe entre 2005 et 2015. J'ai dû un peu abréger parce que votre palmarès est trop long. Bonjour à tous les quatre, bonjour à vous cher public, je suis Alexandre Kouchner et vous écoutez Source diplomatique. La notion de durée est au cœur des Jeux Olympiques, non seulement parce qu'il prolonge une tradition qui nous vient de la Grèce antique, mais parce qu'il faut beaucoup de temps pour les organiser. C'est en 2017 que fut annoncé le choix officiel et définitif de la France comme pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Voici pour vos oreilles un petit saut dans l'ambiance lors de l'annonce. À la décision unanime prise à l'occasion de la session du mois de juillet, nous allons maintenant ratifier l'accord tripartite en choisissant Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques 2024 et Los Angeles comme ville hôte des Jeux Olympiques 2028. Alors Madame Laurent, j'imagine qu'à ce moment-là, ça c'est une annonce officielle, mais à ce moment-là, dans la salle, pour l'équipe de Paris 2024, c'est non seulement le délire, mais aussi le dénouement d'un très long parcours. Juste pour qu'on ait une meilleure idée, ça met combien de temps pour préparer une candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors effectivement, en écoutant ce petit morceau, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent, beaucoup d'émotions aussi, et puis beaucoup de travail, comme vous l'avez dit. Effectivement, souvent, une candidature, ça peut prendre... un énorme projet, ça prend 7 ans. 2 ans et demi d'une candidature, et ensuite, les 7 années de... on va dire, de mise en route jusqu'au moment ultime où nous avons les Jeux. Pour ce qui est de Paris, c'était un peu particulier, parce qu'on était parti sur une course à 5 et on a terminé à un accord. Donc le 13 septembre, c'était plutôt un ouf de soulagement, parce qu'on savait déjà ce que c'était. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont annoncés les Jeux Olympiques de Los Angeles tout de suite après. C'est parce que Los Angeles a accepté, d'une certaine manière, de retirer sa candidature pour 2024 pour avoir les suivants. C'était, vous nous le disiez, en 2017. Depuis, le monde a quand même un peu changé. La pandémie a remis les aspects sanitaires au premier plan. Le retour de la guerre en Europe donne à ces Jeux une dimension diplomatique particulière. Et le changement climatique s'est encore accéléré, faisant du développement durable une préoccupation majeure de l'opinion publique. Sophie Laurent, vous êtes la directrice des relations internationales de Paris 2024. Comment est-ce que vous préparez ces Jeux pour qu'ils répondent pleinement aux problématiques de notre époque ? Alors c'était en fait le 13 septembre 2017.
Effectivement, chaque édition en fait, des Jeux correspond à une période bien définie. Et la nôtre, elle s'inscrit pleinement dans le XXIe siècle avec ses grands enjeux. Donc vous l'avez mentionné, la notion du réchauffement climatique, cette urgence climatique est clé, mais aussi le besoin de sens, mais aussi l'égalité homme-femme. Et nos Jeux, les Jeux de Paris 24, a cette ambition vraiment très claire de faire effectivement des Jeux ambitieux, ouverts, spectaculaires, mais aussi sobres, responsables et durables. Comment est-ce que concrètement ça se manifeste ? Eh bien, tout d'abord, on a des enjeux qui ont été définis pendant la candidature, et ce sont des grands marqueurs. Un des marqueurs, notamment, est celle du respect du développement durable. Et donc la réduction concrète de nos émissions carbone. Et donc nous avons ce premier engagement, effectivement, de réduire nos émissions carbone par 2, comparé aux éditions de Londres, qui est une édition la plus documentée. Mais pas que ça. Notre projet en lui-même porte sur le fait que 95% des infrastructures sont existantes. Donc en fait, nous allons très peu construire. Et tout ce qui a été construit est fait dans une perspective de durabilité et d'engagement sociétal. Ensuite, on a tout un travail autour de cette réduction de l'empreinte carbone par notamment l'utilisation du raccordement des sites à l'énergie publique et non pas l'utilisation de générateurs qui sont consommateurs. Nous avons un ensemble d'éléments qui sont aussi des engagements très forts qui contribuent concrètement à faire cette promesse. Monsieur l'ambassadeur, j'imagine que pour vous aussi, cet axe, au fond, de la question écologique est très important dans les messages portés par la France à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques. C'est très précisément un axe de diplomatie sportive de la France ? Oui, absolument, parce que les Jeux de Paris 2024, d'une certaine manière, sont aussi à l'image de ce que l'on porte sur la scène internationale. Dans d'autres termes, on parle de jeux audacieux, solidaires et responsables, un peu comme l'est notre diplomatie et notre action sur la scène internationale. Donc sur la responsabilité, notamment environnementale, on ne pouvait pas ne pas être exemplaire de ce point de vue. En tant que pays hôte de la COP 21, après avoir fixé des standards écologiques extrêmement élevés sur le réchauffement climatique, après avoir pris un certain nombre d'initiatives telles que le One Planet Summit, qui sont des grandes réunions internationales qui prennent des engagements forts sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, on ne pouvait pas ne pas organiser des jeux qui marqueraient l'organisation de ces grands événements et qui fixerait des standards qui auront vocation, nous l'espérons en tout cas, à perdurer par la suite. Et un point qui me paraît intéressant de souligner, c'est notamment le savoir-faire qui a été déployé dans le cadre de la construction du village olympique et paralympique notamment, avec des constructions ultra bas carbone, avec la prise en considération malheureusement des risques de canicule de plus en plus fréquents à l'avenir, avec des moyens de réutilisation des eaux usées, des eaux de pluie, etc. Donc tout un tas d'innovations qu'il va aussi falloir promouvoir à l'international. Et le nombre de visites qui ont été organisées par la Solideo sur le village olympique et paralympique montre vraiment l'intérêt des délégations internationales par rapport à ce savoir-faire. Alors nous parlons là de développement durable. Je voudrais que nous parlions aussi de développement au sens plus large, c'est-à-dire du lien que peuvent avoir les Jeux de Paris avec le monde dans son ensemble et aussi avec celles et ceux qui ne pourront pas faire le voyage jusqu'à Paris pour voir les Jeux. Madame Laurent, comment est-ce que vous avez intégré le volet développement là-dedans, le lien que vous pouvez faire avec tous les pays et peut-être toutes les communautés du monde? Est-ce que c'est un axe bonus ou c'est vraiment une dimension stratégique centrale? Alors, ça a été vraiment un axe stratégique absolument central dès le début. On a en fait un projet national très fort autour de l'héritage et la durabilité. Et fort de ce projet très fort, il était inenvisageable de ne pas le pousser au niveau international. Et nous l'avons poussé, notamment en lien avec le ministère, le MME, nous l'avons poussé pour que, justement, on puisse bénéficier, que les Français à l'étranger, mais aussi que tous nos projets que nous avions en France
puissent aussi être bénéficiaires à l'étranger. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, parce que j'ai du mal à imaginer comment d'un coup les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent être bénéficiaires immédiatement à une communauté au Sénégal ou à d'autres pays, qu'ils soient francophones ou non d'ailleurs. En fait, l'idée de base, c'était de repartir sur le sport et ce que le sport peut générer dans sa dimension justement de contribution au développement durable. Et donc, à partir de cette réflexion-là, on a fait une convention avec l'Agence France Développement, avec l'AFD et avec la banque, et qui a permis, en fait, de travailler sur 2 axes. Un premier axe de projet, notamment un incubateur pour des athlètes qui posent des rôles modèles. 83, je crois, athlètes qui ont bénéficié de ce projet. Avec des projets très concrets, notamment dans les pays étrangers, 43 qui étaient concrètement en Afrique, mais aussi un axe autour d'un label qui s'appelle un label l'Impact 2024 international, qui fait que grâce à notre convention, on a pu bénéficier de fonds pour que des projets où le sport est à la clé puissent bénéficier dans des communautés. Alors concrètement, au Sénégal, il y a eu plusieurs projets où des personnes ont pu bénéficier, Boxing Girl au Kenya, où des personnes ont pu bénéficier de financements pour contribuer à l'économie solidaire. Et alors, il y a aussi un lien particulier avec le Sénégal, puisque c'est là que se dérouleront en 2026 les Jeux de la jeunesse. D'abord, une première question, pardonnez-moi un peu candide, c'est quoi les Jeux de la jeunesse ? Alors, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un très beau projet. Tous les pays ne peuvent pas accueillir nécessairement les Jeux Olympiques. Énorme mastodonte économique. Donc l'idée du président à l'époque, c'était de développer en fait un modèle qui permettrait à ce que des jeunes, donc pas des majeurs, mais des plus jeunes, puissent bénéficier d'une première expérience dite olympique sur un territoire qui n'est pas encore complètement mûr pour accueillir justement des épreuves olympiques. Et quel est le lien, du coup, très direct ? Comment est-ce que ces Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar vont bénéficier de Paris 2024 ? C'est un échange d'expertise ? Vous aidez à l'organisation ? Est-ce qu'il y a des infrastructures qui seront construites là-bas ? Quel est le lien ? Alors, on a développé une convention avec le comité d'organisation de Dakar 2026. Et au sein de cette convention, on a développé une alliance qui s'appelle l'Alliance Dioko. Cette alliance, elle a permis de mettre des acteurs français qui veulent tous contribuer au succès des Jeux de Dakar, aussi bien dans le domaine privé que public, des entreprises, pour que tous les projets qui existaient déjà en France autour du Sénégal et autour de Dakar puissent être réellement, on va dire, vérifiés, plutôt analysés, et en même temps puissent contribuer très concrètement au succès de ces Jeux. Alors, cette alliance, elle a été co-dirigée par Paris 24 et le comité d'organisation de Dakar 26, et aujourd'hui, elle est co-dirigée par Samuel Ducroquet, en face de moi, et par Dakar 2026. Alors, c'est important évidemment d'avoir une première expérience olympique, surtout lorsqu'on est jeune. Il y a dans le sport des valeurs qui se retrouvent évidemment au centre de la charte olympique, mais qui peuvent aider dans tous les aspects du développement individuel et collectif. J'imagine, Florent Pietrus, que vous vous retrouvez dans ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire l'idée de faire bénéficier au plus grand nombre de l'impact et des vertus du sport. Vous avez vous-même fondé d'ailleurs plusieurs projets, notamment des camps de basket en Guadeloupe, en Martinique et au Maroc, pour que les jeunes puissent se construire grâce à ces valeurs. C'était une évidence pour vous de prolonger, j'allais dire, votre expérience sportive au service des plus jeunes et des plus vulnérables. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit le basket c'est ma vie, c'est peut-être un peu plus ? Non, effectivement, c'est beaucoup plus. C'est pas que le côté sportif ou la performance sportive. Je pense que je me suis construit autour du basket, mais surtout autour des valeurs sportives. Donc pour moi, comme je disais tout à l'heure, donner sens à ce qu'on fait. Donc pour moi, c'était vraiment important
de mettre ça en œuvre pour les jeunes, parce que moi aussi j'étais jeune, et à un moment donné, j'ai eu besoin d'une main tendue. Donc pour moi, c'est vraiment mon rôle et ma responsabilité de mettre ça en œuvre et de permettre aux jeunes de grandir, de s'instruire aussi autour du basket. Donc quand j'ai organisé mon camp en Guadeloupe, c'était pas essentiellement que le côté sportif, il y avait ce côté aussi social. Donc pour moi, c'est important vraiment de s'épanouir aussi socialement, et ce partage d'expérience m'a fait forcément grandir, et il les fait aussi forcément grandir. Donc voilà, pour moi, les valeurs du sport, ça va au-delà de la performance sportive. Parce qu'il faut dire qu'on a aussi une vie aussi à mener. C'est pas juste le sportif et les performances sportives. Donc voilà, je suis vraiment content parce que je suis devant vous et parce que je suis vraiment le fruit des valeurs sportives. Et j'essaye de prôner ça partout où je vais. Et alors justement, autour de ces terrains de basket, que vivent ces jeunes que vous allez encadrer? Qu'est-ce qui se passe pour eux dans ces camps de basket? Enfin, il y aura une expérience parce que je parle beaucoup du côté sportif, mais pas que. Pour moi, le plus important, c'est de former des hommes et de leur donner justement des outils pour qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. Donc, je vais vous donner un exemple. Lors de mes camps, il y a forcément, le matin, il y a la pratique sportive. Mais l'après-midi, on a des journées de sensibilisation où on partait une demi-journée sur les plages, récolter les déchets. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté social et environnemental qu'il faut aussi les sensibiliser. Et voilà, après il y a le partage d'expérience où ils peuvent me poser pas mal de questions sur comment je suis arrivé à devenir un sportif de haut niveau. Donc il y a vraiment ce partage d'expérience qui pour moi est vraiment primordial, parce que au-delà du sport, dans ma conception des choses, c'est vraiment former des hommes avec des vraies valeurs sportives. Alors vous multipliez pour ce faire les engagements, hein. En plus des camps de basket, vous avez aussi cofondé l'association Undof, oui. Et vous êtes champion de la paix de l'ONG Peace and Sport. On va les prendre dans l'ordre, s'il vous plaît. Quel est le but de l'association Undof ? De mettre en lumière des associations qui font énormément pour les jeunes. Cette année, on va parrainer le handisport parce qu'on est dans une année olympique et paralympique. Je pense que c'était important comme je disais, de mettre en lumière des gens qui font énormément pour les autres. Donc, le but de l'association et le but de l'événement qui aura lieu le 28 mars prochain, c'est de mettre aux enchères des maillots de sportifs de haut niveau. Et lors de cette soirée-là, mettre en avant le travail invisible que ces gens-là font pour aider justement à mettre dans les meilleures conditions les plus nécessiteux. Donc voilà, c'est des choses qui me parlent parce que j'ai des enfants, j'ai été petit et je sais qu'un geste ou un mot peut changer la vie de beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je le fais, parce que ça fait sens, ça fait sens pour moi. Et il y a un autre engagement, encore un de plus, celui donc de l'ONG Peace and Sport. Que fait cette ONG? Où est-elle active? C'est une ONG qui est basée à Monaco, donc on a pas mal d'actions. Une ONG qui est constituée de plus de 120 athlètes sur les 5 continents. Donc voilà, en novembre dernier, on est parti en Colombie. Donc pour moi, le sport sans frontières, les valeurs du sport dépassent la France, dépassent d'autres pays. Donc c'est aussi important d'aller vers les gens et leur montrer que même si on est à des milliers de kilomètres, il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc voilà, une ONG qui pour moi, encore une fois, je répète peut-être beaucoup, mais c'est des choses qui font sens pour moi et qui m'animent, parce que j'ai été gamin et je sais que toute l'expérience et tout le vécu que j'ai eu et les valeurs que j'ai eues grâce au sport, ce serait vraiment égoïste de le garder que pour moi. Donc un mot, un geste peut changer la vie d'un bonhomme, et pour moi c'est le plus important. Monsieur l'ambassadeur, on entend à quel point le sport permet de toucher des communautés, où qu'elles soient dans le monde, qu'elle peut amener des valeurs et des axes de développement qui sont au fond très différents de ceux que peuvent toucher des canaux plus classiques ou plus bureaucratiques peut-être, ou en tout cas diplomatiques au sens plus classique du terme.
accompagner des acteurs de la société civile, permettre par l'AFD ou par la Banque de développement de développer les projets des ONG et de la société civile, c'est aussi faire de la diplomatie sportive ? Absolument, ça a été pleinement intégré aujourd'hui, je dirais, dans notre panel d'outils, d'actions concrètes dans les pays bénéficiaires de l'aide au développement. Donc en fait, on a décidé en 2018, c'est le président de la République qui a reconnu le rôle du sport dans le développement sociétal et économique. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, en fait, que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis à disposition son aéropage de moyens pour le sport et le développement. Donc, aussi bien sur le financement de projets directement montés par les ambassades, en lien avec le réseau sur place, le réseau des ONG, le réseau des athlètes locaux, aussi bien avec les collectivités territoriales, dans le cadre de la coopération décentralisée, donc les coopérations entre les villes, entre les départements, etc., mais aussi par d'autres biais, notamment en mettant à disposition des experts techniques dans les comités d'organisation, dans les ministères des pays partenaires. Donc on a cet ensemble d'outils qui aujourd'hui peut servir au sport et au développement, et donc à notre diplomatie sportive. Nous parlions à l'instant des Jeux de la jeunesse à Dakar en 2026. Abigail, c'est au Sénégal qu'œuvre l'association Terrain Gabi que vous avez créée en 2018. Quelle est la mission de l'association ? Alors, Terrain Gabi, comme vous l'avez dit, c'est une association que j'ai créée en 2018 et qui a toujours pour but premier de promouvoir la confiance en soi et l'estime de soi chez les jeunes filles grâce au basketball. Et cette initiative, au départ, est née dans ma volonté de lutter contre la dépigmentation volontaire de la peau chez les femmes sénégalaises, et notamment chez les plus jeunes, qui s'y adonnent de plus en plus jeunes, malheureusement. Donc, on a des jeunes filles dès 13 ans qui ont recours à des produits chimiques, donc des crèmes, des savons, plusieurs types de produits cosmétiques pour se claircir la peau et répondre à des diktats de beauté imposés, je dirais, par la société et plus précisément par les médias. Et donc, cette pratique est un vrai fléau et un vrai problème de santé publique a retenu mon attention parce que j'ai moi-même été confrontée à ces questions-là plus jeune, les problèmes de colorisme liés à la peau foncée chez les femmes. Et donc, je me suis dit, en fait, comment pallier à ce problème-là, comment aider les jeunes filles à avoir davantage confiance en elles-mêmes pour ne pas justement commencer cette pratique. Et j'ai donc pensé naturellement au basket qui, moi, m'a aidé à prendre confiance en moi et à avoir une meilleure estime de ma personne, et également à des interventions éducatives avec des professionnels de la santé, tels des dermatologues, des sages-femmes, des psys, et également des coachs en communication, etc., etc. Donc on a vraiment créé un programme profond sur la confiance en soi et l'estime de soi à destination des adolescentes pour leur permettre d'avoir un maximum d'outils et d'être en mesure de lutter contre la dépigmentation de la peau, et dans une manière plus générale d'être en mesure d'avoir une meilleure estime d'elles-mêmes et une meilleure confiance en leurs capacités et en elles-mêmes naturellement. Et cette association a pu compter sur le soutien de l'Agence française de développement. Vous êtes lauréate du programme de soutien sport et développement, qui est précisément le sujet de notre podcast. Concrètement, oui. Cette aide vous a permis de faire quoi ? Alors cette aide nous a permis de proposer davantage de choses aux jeunes filles, parce qu'en fait, nous on a commencé en 2018, mais on a été lauréat qu'en 2021. Donc sur les 2 premiers camps que j'ai organisés, on faisait des camps de 3 jours uniquement, avec 40 jeunes filles. Et lorsque l'on a remporté le prix, ça nous a permis en fait de proposer une formation sur 1 an. Donc de décupler le nombre de jours et d'impacter davantage les jeunes filles en proposant à raison d'une fois par mois durant 1 an des réunions, donc à la fois sportives mais surtout éducatives. Et c'est à ces moments-là qu'on a pu faire venir, donc comme je le disais, des psychologues, des dermatos, mais également des femmes leaders. On a fait venir un prof de théâtre, on a fait venir une sage-femme pour parler de questions d'éducation sexuelle. On a fait venir un conseiller d'orientation professionnelle. Donc tout un tas de choses et d'outils qui ont permis aux jeunes filles durant toute une année de découvrir aussi des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire dans le milieu scolaire classique. Et puis voilà, donc ça nous a vraiment permis de grandir dans le projet, de voir plus loin que ce que l'on faisait au départ.
Et vous nous apportez là une réponse presque à ma question d'après, qui est quand même pour vous, monsieur l'ambassadeur. On entend certains esprits chagrins qui pourraient penser que, au fond, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, et que même aider des jeunes du monde entier à faire du basket, par exemple, en quoi est-ce que ça peut vraiment aider la France à atteindre ses objectifs stratégiques? Qu'est-ce qu'on répond à des esprits un peu chagrins qui ne voient pas peut-être l'intérêt de déployer tous ces efforts? Déjà, il faut se dire que on ne fait pas que aider des jeunes à pratiquer le basket, et que autour des programmes de développement, on touche à des sujets tels que le développement d'infrastructures et de l'écosystème qui est autour de ces infrastructures, l'accès aux infrastructures, leur entretien, etc. On touche aussi aux enjeux de gouvernance du sport, la manière d'articuler, d'organiser une fédération, un club, etc. On touche également au sport de haut niveau, parfois, puisque dans les académies, que notamment avec le programme de l'AFD, nous développons sur le continent africain, certaines pépites, certains talents émergent. Et puis enfin, on touche, et on en a longuement parlé, aux valeurs d'inclusion, d'insertion, etc. Donc on est bien au-delà de la simple activité du mercredi après-midi, d'aller faire quelques paniers. Et puis, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est que on répond aussi à des attentes. On répond à des attentes de nos partenaires qui ont une envie de sport, qui ont une envie de partenariat avec la France sur ces enjeux, parce qu'on a développé une certaine expertise, et surtout parce qu'on a envie de la mettre à disposition, de partager nos expériences, d'apprendre nous-mêmes. Et donc, à partir de là, il s'agit d'un objectif pleinement stratégique, si on répond à une attente et à une volonté partenariale de la part de nos interlocuteurs. Oui, vous le disiez, et M. Prétus nous l'a rappelé, et Mme Gay nous l'a rappelé, on parle là de notions de confiance en soi, de notions d'affirmation de soi, de notions d'écologie, de notions, au fond, d'appartenance. Reste quand même que nous avons en France d'autres esprits chagrins, et ceci pourrait peut-être avoir une question pour vous, Madame Laurent, qui est que le coût économique et écologique de ces Jeux est critiqué par certains, qui pourraient se demander, au fond, là aussi, à quoi ça sert, surtout dans le long terme. Alors, Madame Laurent, vous avez travaillé à l'organisation des Jeux de Londres et au comité d'organisation des premiers Jeux européens à Bakou. Avec votre expérience, quel est l'impact des grands événements sportifs internationaux pour les sociétés civiles dans la durée? En fait, c'est d'abord une chance de changer de regard, mais changer aussi de façon d'interpréter le sport, d'interpréter les événements. Chaque grand événement sportif, les méga événements, effectivement, ont un coût économique indéniable. On le met en balance avec l'utilité que peut avoir, et cette notion d'utilité pour la population est clé aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus juste organiser des jeux, parce que ça coûte très cher, parce que ça demande des dépenses en empreinte carbone énormes, sans qu'il y ait véritablement d'utilité sociale. Il faut que ça contribue concrètement à des avancées. Si je prends les Jeux de Londres, il y avait un pouvoir transformateur. Ça a été crucial, notamment toute la partie est de Londres. Si je prends les Jeux de Bakou, c'était un enjeu de positionnement sur la place internationale. Alors, il y avait un enjeu assez local d'accessibilité des différents sites, mais surtout pour Bakou, c'était un enjeu de placer Bakou sur la carte et qu'on comprenne ce que c'est. Pour les Jeux de Paris, eh bien, on a cet enjeu que les Jeux de Paris 2024 n'est pas qu'un esprit que tout soit cristallisé autour du sport. Il s'agit véritablement de changer de regard, de pousser un nouveau modèle qui soit utile pour la population. Ce modèle utile pour les populations, vous en êtes l'un des exemples parfaits. Madame Gay, comment est-ce que vous voulez développer l'association Terengabi dans les années qui viennent? Quels sont vos prochains chantiers et objectifs? Alors, nous souhaiterions en fait pérenniser nos actions. Donc, on a commencé par des camps de 3 jours, ensuite donc par une formation d'1 an. Et là, actuellement, on travaille sur une formation qui durerait 3 ans. Donc, le temps du cycle de lycée, donc entre 15 et 18 ans. Et le but serait vraiment d'impacter
100 filles par promotion, et on partirait sur un projet pilote, je dirais, de 4 ans, afin de réellement mesurer l'impact, parce que malheureusement, ce qui nous a manqué sur les premières années, c'est cette mesure de l'impact. On a pu la mesurer sur le terrain, mais malheureusement, on n'a pas eu des chiffres, on n'a pas eu des indicateurs fiables pour nous permettre de mesurer à quel point on avait impacté les filles, quels étaient nos résultats en termes de statistiques et de chiffres. Donc ça ne fait pas tout, mais c'est bien, je pense, pour pouvoir donner une meilleure direction à nos projets, d'avoir ce genre de données et ainsi mieux accompagner les jeunes filles. Et répondre éventuellement à celles et ceux qui doutent encore, s'il en reste, des vertus et de l'importance de ces projets de développement pour et par le sport. Monsieur Pietrus, là aussi, dans vos projets, ceux dont vous nous avez parlé, Handoff, vos camps de basket et même l'ONG Sport and Peace, quelles sont les prochaines étapes? Quels sont vos prochains chantiers? Continuer à faire ce qu'on fait, développer des camps de basket, encore une fois, pour aider les jeunes à s'en sortir de la vie, parce qu'encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est pas juste une question de sport ou d'activité sportive. Et pour moi, si je dois parler des Jeux de Paris 2024, pour moi, c'est l'important aussi, c'est qu'est-ce qu'on va laisser après les Jeux. C'est quoi l'héritage qu'on laissera après les Jeux. Donc c'est vrai, pour moi c'est vraiment une vraie question, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on doit se poser des vraies questions, à savoir comment on fait, quoi. L'héritage qu'on laissera, le message aussi qu'on laissera aussi aux gens qui viendront visiter Paris 2024, qui participera aussi à cet événement-là. Et pour moi c'est le sport pour tous. Donner le vrai message de sport pour tous, l'inclusion, aider aussi aux personnes en situation d'handicap de pratiquer du sport. Donc pour moi, c'est vraiment une question vraiment primordiale. C'est pas juste les Jeux durant les 2 mois, c'est qu'est-ce qu'on fait après les Jeux. Et je continuerai à faire des camps pour les jeunes, bien évidemment, passer aussi des messages, bien évidemment, mais aussi aider les jeunes, encore une fois, en situation de handicap, de pratiquer du sport. Parce que pour moi, le sport a des valeurs qui dépassent des frontières. Dans le sport, on rencontre des gens et on partage des moments. Et c'est vraiment là l'essence du sport, c'est vraiment le partage. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Qu'on fait un sport, on partage une passion commune, on ne voit pas la différence. Et je pense que c'est vraiment ça le message qu'il faudra laisser après Paris 2024. Le sport pour tous et pour toutes, comme un moyen de se construire collectivement et individuellement. J'en profite quand même parce que nous avons un athlète olympique dans l'émission, ce qui est quand même rare. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète là, maintenant? On est à quelques mois des JO, vous avez vécu cette situation. Tous vos collègues athlètes qui se préparent à représenter la France, là, il se passe quoi? C'est un peu un chamboulement, c'est un peu un mélange entre l'excitation et l'appréhension, parce que forcément jouer les Jeux à Paris, ça peut autant galvaniser un athlète, mais aussi ça peut aussi le timorer. Donc je pense qu'il va falloir se servir de toute cette ferveur qui est autour de l'athlète. Et je pense qu'ils sont dans leur tête, ça doit pas mal chambouler, parce que ils se préparent pendant 4 ans pour un événement. Et c'est vrai qu'évoluer à domicile, ça peut être quelque chose de magnifique, parce que tout le monde attend les meilleurs résultats pour nos athlètes français. Et je sais qu'on va vivre des Jeux extraordinaires, parce que je sens et je sais qu'on sera prêt à répondre présent le jour J. Le sport pour tous et toutes et tous et toutes derrière nos athlètes. Merci beaucoup Sophie Laurent, Abigail, Florent Pietrus et Samuel Ducroquet d'avoir éclairé pour nous les liens entre diplomatie sportive et développement. Merci à vous qui nous écoutez. Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'un autre épisode de Source diplomatique est consacré à la diplomatie sportive et son évolution historique. Bons Jeux olympiques et paralympiques à tous et à toutes. Retrouvez Source diplomatique, le podcast au cœur de la diplomatie française, sur toutes vos plateformes d'écoute.